Pour fêter l'an 2000, rien de tel qu'une petite escapade de l'autre côté de l'océan. Pourquoi pas le Chili, avec ses déserts, ses volcans, ses lacs. Et puis, pour terminer la visite, pourquoi pas un petit saut à l'île de Pâques, qui n'est qu'à 5 heures de vol. Commençons par Santiago, la capitale, fondée en 1541 par Pedro de Valdivia, à mi-chemin entre la côte Pacifique et la cordillère des Andes. À elle seule, elle regroupe près d'un quart de la population chilienne. Si je suis venue dans ce pays, ce n'est certes pas pour rester dans la capitale. Il y a bien plus intéressant au nord. Ce vol vers Calama, à la porte du désert d'Atacama, aurait pu être paisible et sans histoire. Hélas, quand on ne connaît pas la langue du pays, on commet parfois des bêtises. C'est ainsi que, distraite, je suis descendue de l'avion, un arrêt trop tôt, et ai eu l'occasion de visiter l'aéroport d'Antofagasta, à 20 minutes à peine de celui de Calama. Heureusement pour moi, l'équipage avait remarqué qu'il manquait un passager et a sagement attendu que je découvre mon erreur et revienne vers l'avion au pas de course, tremblante et pas très fière de moi. Oh la honte! Calama, cette fois j'y suis. Après l'avion, le 4x4 pendant 95 km au travers du désert d'Atacama, le désert le plus sec au monde. Et me voici à San Pedro, village oasis, situé sur le haut plateau de Puna de Atacama, à quelques 250 km d'Antofagasta. Ce village, à 2438 mètres d'altitude, existait déjà avant les Incas. Il était occupé par les peuples d'Atacama qui y développèrent une civilisation avancée. Ils ont domestiqué le guanaco et le lama. Quant aux Espagnols, ils arrivèrent dans la région vers le XVIe siècle. La Pucara, la forteresse de Quitor, construite au XIIe siècle, surplombant les vallées fertiles voisines, a assuré à ses habitants originels, les Atacameños, richesse et splendeur. Néanmoins, au XVIe siècle, elle ne protégea pas suffisamment les Incas contre les envahisseurs espagnols. Au loin, le volcan Licancabur protège San Pedro depuis la nuit des temps. Il faut se lever tôt pour pouvoir admirer les geysers del Tatio. Si nous quittons San Pedro à 4 heures, nous pouvons espérer être là-haut vers 5 heures, au lever du soleil, quand les contrastes de température sont maximum. La nuit, il peut y geler jusqu'à moins 20 degrés centigrades. Le nom El Tatio provient du mot El Tata, qui signifie grand frère dans l'Atacama, du nom du volcan qui, selon la légende,
protège les peuples aux alentours. Située entre 4200 et 4600 mètres d'altitude, au pied des volcans Tatio et Cerro Linzor, El Tatio, avec sa superficie de 30 km², est la troisième plus grande zone géothermique du monde. Troisième, après le site du Yellowstone aux USA et celui de Dolina Jezero en Russie. Malgré le nombre important de geysers, ceux-ci ne sont pas très hauts. L'éruption la plus haute atteint 60 mètres. Sous une chaleur torride et une lumière aveuglante, il n'est pas facile de visiter le Salar de Atacama et la Laguna de Chaza. C'est ici qu'évoluent des centaines de flamants roses, paisibles. Au départ, tous ces oiseaux sont blancs. Ils deviennent roses grâce aux différentes algues dont ils se nourrissent. Contrastant avec l'aridité du désert, la faille de Jerez, à la végétation abondante, nous offre un peu de fraîcheur. À 2745 mètres d'altitude, Toconao est un village indien aux maisons construites dans la liparite, une pierre volcanique blanche. Quant aux portes des habitations, elles sont faites à partir des cactus. Le clocher, isolé, à 3 niveaux, date du XVIIIe siècle. Dans la région d'Antofagasta, à 13 km à l'ouest de San Pedro, s'étend la vallée de la Lune, désert dont l'apparence évoque les paysages lunaires. En 1982, elle fut déclarée sanctuaire de la nature et fait à présent partie de la Reserva Nacional Los Flamencos.
quittons cette belle nature pour un retour vers la civilisation. Valparaiso, à 115 km de Santiago, est le premier port et la deuxième ville du Chili. Les premiers habitants connus de la baie de Valparaiso étaient les Indiens Changos. La ville, en tant que telle, fut fondée le 13 septembre 1544. La configuration urbaine de Valparaiso est déterminée par la topographie de la baie, dominée par 44 collines, formant un amphithéâtre naturel donnant sur l'océan Pacifique. À 1 heure de vol de Santiago, plein sud, se trouve Puerto Montt. Et puis, un peu plus au sud encore, Puerto Varas, au climat tout aussi humide que celui de notre chère Belgique. Le lac Yanquihue, dominé par les volcans Calbuco et Osorno, paraît limpide et serein. Et croyez-moi, quand il se fâche, c'est impressionnant. Dans cette région, il n'est pas rare d'entendre parler allemand ou de voir des panneaux écrits en allemand. N'oublions pas qu'au XIXe siècle, cette contrée fut colonisée par des familles allemandes. Autre lac d'importance, le lac Todos Santos, aussi dominé par le volcan Osorno. Les chutes de Petrohue forment l'exutoire de ce lac et sont d'une beauté admirable. Le volcan Osorno, stratovolcan de 2661 mètres, est le volcan le plus actif du sud des Andes chiliennes. Au large de Puerto Montt, à 1 heure de bateau des côtes chiliennes, s'étend l'île de Chiloé.
de 190 km de long et de 55 à 65 km de large en moyenne. C'est la Corse du Chili, connue non seulement pour ses maisons multicolores, mais aussi pour ses nombreuses églises en bois, dont 16 d'entre elles sont classées par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. La capitale de l'île est Castro, mais la ville la plus peuplée est Ancud, dans le coin nord-ouest de l'île. C'est un important lieu de pêche, et on y construit encore des bateaux en bois pour la pêche et le transport. L'élevage de saumon et autres poissons s'y développe de plus en plus. La ville d'Ancud est défendue par le fort de San Antonio. Page Chilote pour revenir sur le continent chilien et pour nous préparer pour une autre grande aventure. Qui n'a pas rêvé de voir un jour les géants de pierre de l'île de Pâques, de ce triangle de terre volcanique perdu dans l'océan Pacifique à 3700 km du Chili? C'est en 1995 que Rapa Nui fut déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Et c'est en cette fin de l'an 2000 que j'ai l'immense bonheur de concrétiser un rêve vieux de plus de 40 ans. Rapa Nui compte à peu près 900 moai, jadis dressés sur des plateformes cérémonielles nommées Ahu, A-H-U. L'île compte environ 350 aous, la plupart sur le littoral, parallèle à la côte. Non seulement ces plateformes supportent les moaïs, mais renferment aussi des chambres mortuaires, dans lesquelles étaient enterrés les chefs de clan. En général, les moaïs regardent vers l'intérieur des terres, comme s'ils voulaient protéger de leur regard les villages environnants. 95% des moaïs ont été taillés à même la roche, sur le volcan Rano Raraku. Il en existe encore des dizaines, inachevés, abandonnés comme si les ouvriers, interrompus dans leur travail, avaient été obligés de partir précipitamment. Cette sensation d'abandon fait de cet endroit un lieu envoûtant.
Sur la plage d'Anakena se dresse Lau Nau Nau, qui supporte 7 moaïs. Toujours dos à la mer, ils surveillent et protègent les lieux. 4 d'entre eux sont toujours coiffés de leur chignon de pierre, appelé Pukao. Autre lieu mythique de l'île de Pâques, le volcan Orongo, d'où l'on peut apercevoir dans l'océan l'île de Motonui. Sur la crête de ce volcan, il y a une trentaine de maisons bateaux, basses, en forme elliptique, faites de pierres plates et de terre. C'est à cet endroit qu'avait lieu le culte de l'homme-oiseau, cérémonie qui avait lieu annuellement au mois de juillet. Lors de la compétition, les concurrents s'élançaient de cet endroit, dévalaient la falaise, traversaient à la nage les 2 kilomètres de l'océan infesté de requins jusque l'île de Motonui. Là, ils prenaient l'œuf d'un oiseau, revenaient à la nage jusque l'île de Pâques et remettaient leur butin à leur chef. Le premier qui ramenait un œuf intact avait gagné et devenait le leader de Rapa Nui pour un an. Il sera alors nommé le Tangata Manu. Cette légende a fait rêver plus d'un voyageur amoureux d'insolite. C'est d'ailleurs avec elle que je vais clôturer ce film, témoin de cette belle aventure à l'autre bout du monde.